10 ans de loi de l'attraction, résumé en 20 minutes. Il y a 10 ans, je me suis assis devant mon premier livre sur la loi de l'attraction, avec la même attente que celui qui ouvre une carte pour trouver un trésor. La promesse était claire, des résultats rapides, une transformation instantanée, comme s'il suffisait de penser correctement pour que la vie se réorganise autour de moi. Et pendant un temps, j'ai cru que ce serait ainsi, que la route vers la vie que je voulais serait droite, courte et éclairée. Mais j'ai vite découvert que la plupart de ceux qui commencent ce voyage finissent par être frustrés, et que cette frustration ne vient pas du fait que la loi de l'attraction ne fonctionne pas, mais parce que la compréhension à son sujet n'est souvent déformée. La fascination initiale m'a conduit à tester des méthodes, des phrases, des rituels, comme quelqu'un qui essaie de déchiffrer un code secret. Mais au fond, ce que je cherchais n'était pas seulement de manifester des choses, c'était de sentir que j'avais le pouvoir de créer. C'était de croire que ma vie n'était pas à la merci du hasard. Bruce Lipton m'a montré avec l'épigénétique que nos croyances fonctionnent comme des clés qui allument ou éteignent des potentiels en nous. Non seulement des potentiels génétiques, mais aussi comportementaux et émotionnels. C'était comme réaliser que je portais une centrale d'énergie silencieuse, capable d'allumer ou d'éteindre des lumières intérieures qui déterminaient le cours de mon histoire. Joe Dispenza a ajouté une autre couche à cette compréhension. Il m'a fait voir que le champ électromagnétique que nous émanons et qui dialogue avec le champ qui nous entoure, est façonné par une danse constante entre le cœur et le cerveau, et que cette danse ne répond pas seulement à ce que nous pensons, mais à ce que nous ressentons de manière récurrente. C'était comme si chaque émotion était une couleur que je projetais sur ce champ, et que la teinte prédominante dictait le décor que j'attirais en retour. J'ai passé une décennie à chercher la route secrète, jusqu'à ce que je réalise que la carte que j'utilisais était déformée par mes propres perceptions. Je voyais des raccourcis là où il n'y avait que des détours. J'insistais sur de longs chemins, alors que la vérité était simple. Et, peu à peu, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de trouver une méthode parfaite, mais d'ajuster la manière dont je voyais et vivais chaque étape. Aujourd'hui, ce que je veux partager n'est plus un ensemble de techniques, mais une synthèse, un résumé honnête et direct de ce que j'ai découvert au fil des ans, par essais et erreurs, ce qui a fonctionné, ce qui s'est avéré n'être qu'une illusion, et surtout, ce qui s'est répété comme une vérité, même lorsque tout le reste semblait n'avoir aucun sens, non pas pour raccourcir le chemin de manière artificielle, mais pour éclairer ce qui, au milieu de tant de bruit, reste essentiel. Car si je pouvais condenser une décennie en un seul cadeau, ce serait celui-ci, la clarté, le mythe de la pensée positive isolée. Pendant longtemps, j'ai cru que maintenir des pensées positives suffirait à transformer ma vie. Je répétais des phrases de motivation, je souriais au miroir, je me forçais à voir le bon côté de tout, et, pendant un bref instant, cela semblait fonctionner, mais je me rendais vite compte que cette lumière s'éteignait facilement. Il suffisait d'une journée difficile, d'une conversation dure, ou d'un souvenir douloureux, et tout le positivisme s'évaporait. C'est alors que j'ai réalisé, le problème n'était pas la pensée positive en soi, mais la manière dont elle était utilisée, comme une couche de peinture dorée sur un mur plein de fissures intérieures. Le cerveau et le corps ne répondent pas seulement à ce que nous nous disons. Ils répondent à ce que nous ressentons de manière répétée, au schéma émotionnel que nous portons. Nous pouvons dire « je suis heureux » 1000 fois par jour, mais si l'émotion prédominante est la peur, la tristesse ou l'anxiété, c'est cette fréquence qui sera enregistrée dans notre champ interne et externe. La pensée positive, lorsqu'elle est déconnectée de l'émotion cohérente, c'est comme planter des graines sur de l'asphalte. L'intention peut être bonne, mais le terrain ne leur permet pas de pousser. La science de la neuroplasticité et les études sur la mémoire émotionnelle montrent qu'il ne suffit pas d'essayer de convaincre l'esprit conscient. Le corps est une mémoire vivante, entraînée à reconnaître et à reproduire les états émotionnels les plus familiers. Cela signifie que si l'émotion n'accompagne pas la pensée, le cerveau n'enregistre pas le message comme étant vrai. Et lorsque l'esprit et le corps ne sont pas en harmonie, le champ environnant reçoit des signaux confus. J'ai réalisé qu'en pratique, le véritable défi n'était pas de penser positivement, mais d'aligner cette pensée sur un état émotionnel qui lui soit cohérent. Cela exigeait plus que de belles paroles, cela exigeait de la présence. Cela exigeait que je m'observe tout au long de la journée et que je me demande, ce que je ressens maintenant soutient-il ou sabote-t-il ce que je pense vouloir? Cette question, simple mais profonde, est devenue comme un phare pour moi. La loi de l'attraction ne répond pas à ce que nous disons mécaniquement, mais à ce que nous vibrons avec constance. Et la vibration n'est pas déterminée par des phrases isolées, mais par la somme de nos états émotionnels quotidiens. C'est ainsi que j'ai compris que la pensée positive isolée
est comme un beau reflet dans un lac agité. Elle peut apparaître un instant, mais elle disparaît rapidement si les eaux intérieures ne se calment pas. L'addiction émotionnelle qui maintient la vie au même endroit. Il y a des schémas qui nous emprisonnent, non pas parce qu'ils sont visibles, mais justement parce qu'ils sont si familiers qu'ils en deviennent invisibles. Joe Dispenza appelle le corps une mémoire vivante. Un organisme qui répète quotidiennement les mêmes réponses chimiques, comme s'il était dépendant des émotions que nous expérimentons le plus. Si la colère, l'anxiété ou la tristesse sont devenues fréquentes, le corps apprend à les rechercher comme on cherche une dose connue. C'est comme si chaque cellule attendait cette saveur spécifique d'émotion, même si elle nous fait mal. Cette addiction émotionnelle crée une prison silencieuse. Nous pouvons changer de ville, d'emploi, de relation, mais si la chimie interne reste la même, nous finissons par recréer des expériences similaires. C'est comme changer de décor, mais continuer à jouer la même musique de fond. L'intrigue peut même sembler différente au début, mais bientôt la bande sonore familière nous ramène au même dénouement. Rompre ce cycle exige de reconnaître que nous ne sommes pas seulement des victimes de l'environnement extérieur, mais aussi ses créateurs inconscients. Lorsque l'esprit envoie une nouvelle pensée, mais que le corps insiste pour ressentir l'ancien schéma, il y a un conflit. Et dans ce conflit, le champ qui nous entoure reçoit des signaux mitigés. Une demande de changement accompagnée d'une signature vibratoire qui dit « tout reste pareil ». J'ai compris que de petites interruptions conscientes dans ce cycle sont comme changer la bande sonore d'un film. Une scène d'adieu avec une musique triste renforce la douleur. La même scène avec une mélodie douce et pleine d'espoir change complètement l'interprétation. L'environnement est le même, mais l'expérience change parce que l'émotion a changé. Il en va de même pour la vie. Lorsque nous modifions l'émotion qui accompagne nos pensées, le champ commence à répondre différemment. Ces micro-moments de présence, même brefs, ouvrent des fissures dans le mur émotionnel qui nous maintient prisonniers. Et par ces fissures commence à entrer une nouvelle lumière, jusqu'à ce que, peu à peu, le corps apprenne à apprécier de nouvelles chimies, plus légères, plus cohérentes avec la vie que nous voulons vivre. L'addiction émotionnelle ne se dissout pas par la force, mais par la répétition constante de nouveaux états, jusqu'à ce qu'ils deviennent la nouvelle normalité. L'importance de la cohérence vibratoire. Avec le temps, j'ai réalisé que la loi de l'attraction ne répond pas seulement à ce que nous désirons, mais à ce que nous parvenons à maintenir en cohérence. Bruce Lipton explique que la croyance et l'émotion doivent aller de pair pour avoir un impact réel sur notre biologie et, par conséquent, sur la réalité que nous manifestons. Si l'une d'elles est désalignée, c'est comme essayer d'allumer une ampoule avec des fils déconnectés. Il y a une intention de lumière, mais le courant ne passe pas. Vouloir quelque chose et être énergétiquement prêt à le vivre sont des états très différents. Nous pouvons demander la prospérité, mais si l'émotion dominante est la peur de perdre, notre fréquence sera façonnée par ce manque. Nous pouvons rêver d'une relation saine, mais si nous portons l'attente de l'abandon, la vibration que nous émettons sera celle de l'insécurité. Le champ qui nous entoure ne distingue pas ce que nous imaginons de ce que nous ressentons de manière authentique. Il répond à ce que nous parvenons à maintenir comme réalité intérieure. Je me souviens d'un moment où j'ai ajusté un petit détail de ma routine émotionnelle et où j'ai vu des opportunités commencer à apparaître plus naturellement. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur que j'ai changé, mais un choix intérieur qui a stabilisé ma fréquence. C'était comme si, soudain, la porte à laquelle je frappais depuis des années avait commencé à s'ouvrir sans effort. Le changement n'était pas dans la porte, mais dans la clé. Et cette clé était la cohérence entre la pensée et l'émotion. L'image qui me vient toujours à l'esprit est celle d'une vieille radio. Nous pouvons tourner le bouton sur la bonne station, mais si la radio est éteinte, rien ne se passe. La syntonisation ne se transforme en son que s'il y a de l'énergie qui circule librement. De même, la manifestation ne se matérialise que lorsque la syntonisation vibratoire est activée et stable. La cohérence vibratoire est donc plus qu'une technique. C'est un état, un champ intérieur débarrassé des bruits, où la pensée, l'émotion et l'intention sont en harmonie. Et lorsque cela se produit, l'univers n'a pas besoin de déchiffrer des messages contradictoires. Il répond simplement, comme la lumière qui s'allume à l'instant exact où le circuit se complète, la loi invisible du temps intérieur. L'un des apprentissages les plus transformateurs de ces années a été de comprendre que la manifestation n'obéit pas au temps de l'horloge, mais au temps intérieur. Et c'est, peut-être, la loi la plus difficile à accepter. Nous, êtres humains, portons l'urgence de voir des résultats, de confirmer que nos efforts en valent la peine. Nous voulons des délais, des dates, des garanties. Mais dans la dynamique du champ vibratoire, essayer de contrôler le quand revient à trop serrer la terre dans laquelle nous avons planté une graine. Au lieu d'accélérer la croissance,
nous étouffons le processus. Toute manifestation est le fruit d'une maturation intérieure. Avant que quelque chose ne se matérialise, il faut que notre fréquence se stabilise, que notre identité s'aligne sur ce que nous désirons. Lorsque cet alignement n'est pas complet, l'univers rencontre une résistance pour nous apporter ce que nous demandons, non pas parce qu'il veut nous le refuser, mais parce que le champ répond à ce que nous sommes, pas seulement à ce que nous sollicitons. J'ai réalisé que troquer les délais contre des jalons de présence a changé la façon dont je vivais le voyage. Au lieu de me demander quand est-ce que ça arrivera, j'ai commencé à me demander qui suis-je en ce moment. Ce simple changement a dissous l'anxiété et a ouvert un espace pour percevoir les signes subtils que quelque chose bougeait. Et, ironiquement, c'est précisément lorsque j'ai arrêté de surveiller le calendrier que les choses ont commencé à arriver avec plus de fluidité. La métaphore la plus parfaite pour cela est celle d'un fruit sur l'arbre. Il ne devient sucré qu'au bon moment. Nous pouvons essayer de le cueillir avant, mais le goût sera amer et l'expérience incomplète. Cependant, si nous respectons le temps de maturation, son arôme même nous avertit que le moment est venu. Il en va de même pour nos désirs. Lorsque l'état interne est prêt, la manifestation se présente sans effort. Le temps intérieur n'est pas de la passivité. C'est un état de préparation silencieuse. C'est de continuer à nourrir la vibration désirée avec constance, en sachant que, comme tout cycle naturel, le bon moment ne peut être forcé, seulement permis. Et lorsque nous comprenons cela, nous cessons de vivre comme des chasseurs anxieux pour devenir des jardiniers confiants. L'essence de 10 ans en une phrase. Si je pouvais distiller une décennie entière d'erreurs, d'apprentissage et de découvertes en une seule phrase, elle serait simple. La loi de l'attraction ne consiste pas à demander, mais à devenir le champ vibratoire de ce que l'on souhaite vivre. Cette prise de conscience a tout changé, car elle m'a fait passer de la position de celui qui implore quelque chose d'extérieur à l'état de celui qui incarne ce qui est déjà intérieurement, avant même de le voir se produire. Bruce Lipton m'a appris que réécrire ses croyances, c'est comme planter des graines dans le sol fertile de notre biologie. Lorsque le sol est nourri par des pensées et des émotions cohérentes, la graine trouve les conditions parfaites pour grandir. Joe Dispenza a élargi cette vision, montrant que l'émotion et l'intention forment ensemble le code auquel le champ quantique répond. Il ne suffit pas de savoir ce que l'on veut, il faut ressentir comme si on le vivait déjà. C'est la fréquence qui dialogue avec l'univers. Au fil des ans, j'ai réalisé que la manifestation ne dépend pas de grands mouvements, mais de la constance. C'est comme un phare, il ne se déplace pas pour chercher des navires, il brille simplement, de manière stable et alignée. Et cette lueur est ce qui guide les bateaux vers lui. Il n'y a pas d'anxiété, pas de course, juste de la présence et de la fermeté. Cette constance est souvent silencieuse. Il ne s'agit pas d'agir chaque jour en direction du désir de manière forcée, mais de maintenir la vibration intérieure ajustée à celui-ci, même les jours où rien ne semble changer, car dans le champ, tout est toujours en mouvement, même lorsque la surface semble immobile. Et ainsi, en regardant en arrière, je comprends que ces 10 années n'ont pas consisté à apprendre à contrôler l'univers, mais à apprendre à m'aligner avec lui. Il ne s'agissait pas de trouver une méthode secrète, mais de purifier ce qui est essentiel et de le maintenir. La plus grande découverte est que ce n'est pas la distance qui vous sépare de ce que vous désirez, mais à quel point vous êtes prêt à devenir ce que vous désirez. Lorsque cette distance disparaît en vous, le reste devient inévitable.